Salut à tous, donc on va débriefer la défaite du Barça 3-0 contre la Juve. Donc tout d'abord, bravo à vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez le courage de venir regarder un débrief sur ce match immonde. Par où commencer? Alors effectivement, c'était catastrophique. Dans le jeu, c'est le néant. Dans l'intensité, il y a que dalle. J'ai revu le match ce matin. Au deuxième visionnage, en fait, c'est encore pire, parce qu'on se rend compte de la facilité avec laquelle la Juventus a réussi à imposer son jeu, son plan de jeu en tout cas, en première mi-temps. Il leur a suffi qu'un joueur comme Arthur Melo, mais à lui tout seul, il a battu tranquillement notre première ligne de pression et a su dicter le jeu de la Juventus. Il a suffi à la Juventus de mettre un tout petit peu d'intensité et ils nous ont mangé. Ils nous ont littéralement mangé jusqu'au 2-0. Et après le 2-0, ils se sont mis derrière, ils ont commencé à défendre et profiter des contre-attaques. Et on a vu qu'avant le 2-0, par moment, le Barça était carrément incapable de sortir des ballons. C'est-à-dire que même en faisant un simple pressing, un pressing positionnel, il nous empêchait de sortir les ballons. C'était même pas honnêtement une grande Juventus, c'est une bonne Juve, mais juste une Juventus qui n'était pas décimée par les absences comme c'était le cas au match aller. Cette Juventus-là, en fait, c'est une équipe de ce niveau-là, ça suffit pour maîtriser ce Barça. Si vous regardez les gros matchs du Barça cette saison, chaque fois qu'on a joué un adversaire qui mettait un tout petit peu d'intensité dans le match, le Barça devenait inexistant. Et ça, pour moi, c'est parce que le Barça s'éloigne de son ADN. Généralement, quand on joue contre une équipe qui met de l'intensité et qui joue haut, le Barça pose le pied sur le ballon, fait tourner la balle, fait courir l'adversaire pour l'épuiser et laisser passer l'orage. Ça a toujours été comme ça, jusqu'à même sous Luis Enrique. Mais aujourd'hui, le Barça n'est plus capable de faire ça, car on ne joue plus comme le Barça. Et c'était déjà le cas en 2018 à Rome. On jouait contre une équipe qui mettait beaucoup d'intensité. On n'avait pas les joueurs pour, on avait juste un Iniesta qui était vieillissant et qui était complètement seul au milieu de terrain. Il ne pouvait pas tenir le ballon. L'année suivante contre Liverpool, c'est pareil. Cette fois-ci, c'est Messi qui descend au milieu et qui sort les ballons. Il fait des actions miraculeuses. Il bat le pressing de Liverpool tout seul à chaque fois. Mais justement, vu qu'il est tout seul, les relayeurs étant incapables de tenir la balle, on a mangé la poussière et ainsi de suite. Quand Sétienne est arrivé, il a rapidement abandonné ses idées après le match contre le Celta Vigo et il s'est plié à la volonté du vestiaire à l'époque. Et on est revenu à ce que faisait Valverde, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'ADN du Barça, à jouer un football qui n'est pas le nôtre, à titulariser Arturo Vidal contre le Bayern. Et derrière, t'en prends 8. Et aujourd'hui, après 3 ans d'échecs, la solution miracle que nous propose Ronald Koeman, c'est de nous éloigner encore de cet ADN. Il veut faire du Barça une équipe transitionnelle. Mais ce n'est pas la solution au vu de notre effectif. On l'a vu hier contre la Juve, quand il y a de l'intensité, on n'arrive plus à sortir. On n'arrive plus à faire tourner et à faire courir l'adversaire. Tout simplement parce qu'on n'aligne pas les bons joueurs. Et on n'a pas le bon système pour. En jouant avec un double pivot, donc en alignant 2 joueurs qui ne sont pas des joueurs capable d'évoluer entre les lignes, que ce soit Pjanic ou Frenkie, tu vas automatiquement t'handicaper dans la maîtrise du ballon. Et c'est là où c'est paradoxal et problématique avec ce Barça. C'est qu'on est à mi-chemin entre 2 équipes. On a une structure et un 11 aligné par le coach pour être une équipe qui va se projeter rapidement vers le but adverse. Et en même temps, on a des profils de joueurs qui ont une identité de jeu ancrée en eux et des caractéristiques qui veut qu'on maîtrise le ballon et qu'on construise nos actions. Le problème, il est là. Ce que propose le Barça, le coach du Barça avec son effectif, c'est pas cohérent. Vous pouvez aller regarder les matchs de la sélection des Pays-Bas parce que beaucoup prennent en exemple ce qui se passe dans la sélection de Pays-Bas, mais j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas les matchs avant d'en parler. Les Pays-Bas, ce n'est pas une équipe qui cherche à construire dans les petits espaces et à prolonger les phases de possession. C'est une équipe qui se projette rapidement vers le but adverse avec certes des dédoublements de passes, mais ensuite ils vont chercher à rapidement concrétiser l'action. Ils vont se centrer sur le but. Il y a souvent Luc de Jong qui est présent dans la surface pour attraper ses buts, ou alors sur les deuxièmes ballons, ou alors ils vont frapper rapidement au but. C'est bien une équipe transitionnelle. Leur football est plus proche du football du Bayern que de celui du Barça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a vu en deuxième mi-temps, vers la 65e minute je crois, Riqui Puig va rentrer en jeu, et là tout de suite, le Barça va gagner en maîtrise sur le ballon, et on va arriver à plus facilement déséquilibrer le bloc adverse sur les phases de possession. Et dites-vous que Riqui Puig, ce n'est qu'un joueur, et il n'est pas dans les bonnes conditions. Riqui, il avait joué 53 minutes avant ce match. 53 minutes, je ne sais pas si vous imaginez. On dit toujours, et à juste titre, que tous les joueurs ont besoin de rythme, qu'il faut les laisser enchaîner avant qu'ils puissent être performants. Là, Riqui Puig, il a aucun rythme. Coman l'a mis au placard depuis le début de saison, et malgré ça, il arrive à sortir une prestation comme ça. Maintenant, imaginez s'il avait du rythme. Imaginez si le coach lui faisait
confiance et le faisait jouer régulièrement et le laissait enchaîner des minutes et trouver ses automatismes sur le terrain avec ses coéquipiers. Maintenant, allons plus loin. Imaginez qu'un coach donne des minutes de jeu à l'équipe Puig régulièrement et à d'autres joueurs comme Carles Alenia ou même Pedri dans un système de jeu qui ressemble au jeu du Barça, qui consiste à poser le pied sur le ballon, faire circuler le ballon rapidement et qui laisse ces joueurs-là jouer ensemble plusieurs matchs de suite. Imaginez ce que ça pourrait donner avec du temps. Puisque soi-disant c'est une saison de transition pour le Barça, alors autant faire ça bien et construire l'avenir. En alignant des doubles pivots Frenkie Busquets, Frenkie Pjanic ou Busquets Pjanic, on ne construit pas l'avenir du Barça. On construit rien du tout d'ailleurs. On détruit un tout petit peu plus le Barça. Maintenant, je pense qu'il faut aussi parler de la gestion du coach. Le coaching de Koeman durant ces matchs, il est catastrophique. En début de saison, il a plusieurs fois attendu la 80e, vraiment vers la fin de match pour faire des changements. Il faisait 3 changements d'affilée. Il empilait 5, 6 attaquants dans la surface adverse. Il a même fini par faire jouer Coutinho en double pivot. Et on a souvent senti, quand le match ne se passait pas bien, qu'il n'avait aucune idée et faisait des choix, je vais être gentil en disant ça, des choix étranges. Sur les 2 derniers matchs, Koeman il se rate sur son 11. Et il est obligé de changer dès la mi-temps. Déjà ça, c'est un aveu de faiblesse. Contre Cadiz, c'était le manque d'ailier. Hier soir, on avait un ailier, Trincao, qui était sur le terrain et qui était pas du tout dans son match d'ailleurs, mais on n'avait pas de 9. Donc c'est pas suffisant. Idéalement, dans ce système, il te faut un 9 et 2 ailiers. C'est l'idéal. Si tu peux pas parce que tu as des blessures, etc., il te faut au moins soit un ailier et un 9, soit 2 ailiers si t'as pas de 9. Donc là, Koeman, il s'est encore planté et il essaye de rectifier à la mi-temps, il fait rentrer Bryce White, mais il sort son ailier. Donc ça change rien, même si Trincao est nul, c'est ton seul ailier. Parce qu'il a eu peur d'enlever Antoine Griezmann, qui lui aussi, pour le coup, quand il joue en 9, il est transparent, et on l'a encore vu hier. Ensuite, il titularise Araujo qui revient de blessure. Il a été obligé de faire sortir l'anglais à la 55e parce qu'il était catastrophique. Mais ça, c'est pas nouveau. Je vous l'avais dit déjà après le match contre le Celta que l'anglais nous plombait avec ses erreurs individuelles. Et à ce moment-là, il fait rentrer qui? Umtiti, un autre joueur qui revient de 5 mois de blessure. À quel moment et dans quel monde c'est prioritaire de faire rentrer Umtiti dans ce match à 3-0? Et il change aussi Firpo pour Alba, alors qu'on sait très bien que Firpo ne va rien apporter de plus, ne va rien apporter de spécial à ce moment-là du match. Je sais pas, dans ce cas-là, il fallait faire reculer honnêtement Frenkie de Jong en défenseur central. Frenkie qui faisait pas un match extraordinaire, il faisait même un match plutôt très moyen au milieu de terrain, faut le dire, et faire rentrer un autre joueur au milieu de terrain. Carles Alenia ou Enrique Puig, ou les deux, des joueurs plus offensifs. Plus tard dans le match, il va donc aussi changer Araujo pour Mingueza à 10 minutes de la fin du match. Donc sur les 4 défenseurs qu'il a alignés, il a dû en changer 3. C'est terrible pour eux. On voit rarement ça. D'ailleurs, cette saison, à chaque fois que le Barça a été mené, il n'a pas gagné le match. C'est soit on marque en premier, soit on ne gagne pas. Et il n'y a aucune réaction tactique du coach. Ça se reflète sur le score, mais ça se reflète aussi sur le terrain. Il n'a jamais réussi à réagir tactiquement. Si ce n'est peut-être dans le match contre Alaves, où il avait fait des changements à la mi-temps, notamment en mettant Pjanic en pivot avec Pedri, ce qui avait apporté plus de maîtrise. Mais c'est un adversaire tellement faible que c'est même pas significatif. Donc on va passer aux séquences, donc à la séquence plutôt, parce que franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir de ce match. J'ai gardé une séquence cependant, c'est le but de McKennie. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont reproché ce but à Araujo, mais en réalité ce n'est pas lui le fautif, donc on va regarder ça. Donc on commence au début de l'action. Tout d'abord on va regarder l'attitude de nos pivots. Ils trottinent, ils regardent CR7 qui est tout seul à l'entrée de la surface, ça les dérange pas. Vous vous souvenez qu'après le Classico, j'avais pointé du doigt ce souci d'espace qui est laissé à l'entrée de la surface et que nos pivots ne couvrent jamais. Et vous voyez que ça n'a toujours pas été réglé. Ça n'a pas l'air de déranger le coach. On a toujours ce problème au fil des matchs et il ne le corrige pas. Donc je me demande même s'il voit le souci. Là, on voit que c'est Pedri qui fait les efforts, mais les pivots ne sont pas là pour couvrir. Donc là, étant donné que les pivots ne sont pas là pour couvrir cette zone à l'entrée de la surface et que les joueurs sont en position de frapper, l'anglais va être obligé de sortir sur eux. Du coup, sortie de l'anglais, ça décale sur le côté droit. Et là, vous voyez qu'il y a CR7 qui plonge au premier poteau. L'anglais n'étant plus là, Araujo, il est obligé de couvrir au premier poteau. Et c'est logique parce qu'il faut toujours un joueur qui couvre au premier poteau. Et en plus, CR7 est le joueur le plus dangereux de la tête. Donc évidemment, derrière lui, ça laisse un espace vide. Et c'est justement dans cet espace que la Juve va vouloir jouer. Mais cet espace-là, étant donné que l'anglais est sorti et que Araujo est monté, c'est au pivot, justement, de venir couvrir. Et là, on voit que non. Là, Pjanic continue de marcher et Frenkie est très loin de l'action. Donc c'est difficile d'imputer ce but-là aux défenseurs centraux qui ont été complètement laissés seuls par le reste de l'équipe. Voilà, c'est tout pour ce débrief. En tout cas, bravo à vous pour avoir tenu jusqu'au bout et avoir écouté le débrief d'un match aussi pourri. Courage à nous,
pour les prochains matchs, voilà, en espérant que Ronald Koeman arrête de faire ses conneries, arrête de s'entêter dans ses bêtises et qu'il commence à aligner les joueurs qui méritent sur le terrain. Au moins. Allez, ciao!